Bonjour et bienvenue sur le podcast de Bloom Space. Je suis Eugénie Lambert, anciennement journaliste et aujourd'hui fondatrice du studio de méditation moderne Bloom. Alors Bloom, c'est quoi ? D'abord un studio mais aussi une application de Bloom Space. C'est la première application de méditation qui vous fait découvrir cette pratique au travers de l'assise mais aussi du mouvement et comme un art de vivre. Le podcast de Bloom Space, c'est des conseils et des conversations passionnantes avec des experts bien-être, des entrepreneurs méditants et vous qui méditez tous les jours. Alors à quoi ressemble votre pratique ? Qu'est-ce que la méditation signifie pour vous ? Comment cet outil vous accompagne dans vos vies ? Découvrons cela ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast The Bloom Space. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Belleconde. Bienvenue. Laura est la fondatrice de The Good Boss, une plateforme qui est franchement bluffante et un projet engagé qui accompagne les entreprises sur les sujets de bien-être, de santé mentale et aussi de pratiques managériales plus humaines. Laura observe depuis plusieurs années ce qui fonctionne vraiment, ce qui ne fonctionne pas en matière de bien-être en entreprise. Elle travaille avec des dirigeants, des équipes RH, des managers. Elle aide à remettre de la cohérence entre performance, santé mentale et respect du vivant. Dans cet épisode, on va parler très concrètement de bien-être au travail, sans surprise, avec aujourd'hui donc des actions qui ont du sens, des acteurs crédibles, des indicateurs d'une entreprise saine et bien sûr de la place pour des pratiques comme de la méditation, parce que c'est quand même Bloom dans ces démarches. Bienvenue Laura, je suis trop contente de t'accueillir ici. Merci de l'invitation, Jenny. Merci, avec plaisir. Alors, première question pour toi Laura, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es ? Alors, je me présente comme une entrepreneure, fondatrice de The Good Boss. Je suis créatrice de contenu, bien-être au travail, bien-être et performance au travail. Et je me suis spécialisée en performance sociale. Super. Voilà, je me présente comme ça. Ok, j'adore. C'est une très bonne présentation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui t'a poussé à créer The Good Boss et à nous expliquer en conséquence ce qu'est The Good Boss ? Alors, du coup, je vais dire un peu mon parcours. Ouais. Moi, j'ai commencé étudiante entrepreneur. La vie a fait que je suis revenue dans le salariat. J'ai fait 9 ans dans le e-commerce, start-up, PME, grand groupe. Je suis passée ensuite côté conseil, donc j'étais consultante e-commerce. Et en 2021, j'ai fait un énorme burn-out. Genre vraiment, mon corps a lâché. De là, j'ai commencé à faire des recherches là-dessus parce que pour moi, c'était les autres qui faisaient des burn-out. Je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et en faisant mes recherches, j'ai compris que d'une, c'était les personnes les plus engagées au travail qui sont les plus susceptibles de faire un épuisement pro. Que tout ce qui me paraissait logique à mettre en place dans les entreprises pour que les gens ne soient pas aussi mal s'avère être prouvé par la science. Et en parallèle, j'ai fait un gros travail de développement personnel où j'ai compris mes forces, mes faiblesses. Et dans mes forces, j'ai une intelligence des relations humaines plus élevée que la moyenne, ce qui explique pourquoi ça me paraissait plus logique que les autres. Et l'un dans l'autre, j'ai tout plaqué du jour au lendemain. J'ai fait un travail de recherche sur le sujet de plusieurs mois, sur les dysfonctionnements du modèle de travail français, sur les mutations du travail avec la digitalisation, etc. Et sur les choses à mettre en place et surtout le lien bonheur-performance, voilà, qui est prouvé par la science. Donc j'ai fait tout un travail de recherche là-dessus. En structurant mes données, je me suis aperçue que ça faisait une méthodologie de travail. Donc j'ai développé ce qui est selon moi le premier protocole de performance sociale, voilà, qui n'est pas encore sur le marché. J'ai voulu le tester en entreprise parce que j'estime qu'il se met en place entre 1 an et 3 ans. De là, j'ai pris que des refus parce que je voulais un poste en interne type Head of People et on me disait en fait il faut 15 ans de RH pour faire ce job, j'en avais 0. Ah ouais. Voilà, et donc que des refus et au bout d'un moment je me suis dit tu sais quoi, personne ne veut m'écouter, je vais le dire au monde entier. J'ai commencé à faire des vidéos d'analyse sur TikTok. Et en fait, ça a explosé. Je pense qu'en un mois, j'ai pris 20 000 followers. Un truc comme ça. Donc là, je me suis dit, OK, on n'est pas... je ne suis pas seule à comprendre qu'il y a un vrai problème et à vouloir que ça change.
Un an après, je me suis mise sur Instagram et là aussi, ça a une grosse portée. Et depuis, les médias parlent de moi. Depuis, je m'y attendais pas, mais je vis de l'influence. Donc en fait, des marques viennent à moi et j'en fais la promotion quand j'estime que c'est bien à la fois pour les employés et les employeurs. Mais mon but ultime, c'est d'arriver à commercialiser ce protocole. Pour moi, les entreprises doivent piloter leur performance sociale au même niveau que leur performance financière. Parce qu'aujourd'hui, le mal-être, il a un coût énorme et ça ne remonte pas dans les bilans financiers. Et donc, voilà, j'y vais petit à petit. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais je suis toute seule, sans argent, et donc, en fait, pas les compétences techniques pour développer la plateforme que je veux avec ce protocole. Et donc, j'y vais petit à petit. Et dans le petit à petit, il y a des outils quand même qui sont innovants, dont une map pour les candidats, pour trouver des employeurs engagés sur la qualité de vie au travail et qui inversent le processus de recrutement. Parce que j'estime aujourd'hui qu'on recherche plus une bonne entreprise où on va être épanoui sur le long terme plutôt qu'un bon poste. Donc, j'inverse le processus de recrutement et une boîte à outils avec des conseils concrets. Et des partenaires QVCT qui vont aller plus loin sur la démarche. Et je fais la même chose côté employeur, où là, moi, je suis beaucoup plus spécialisée côté employeur, où j'accompagne un peu plus les employeurs qui veulent transformer un peu plus leurs organisations. Voilà un petit peu le parcours et comment j'en suis arrivée là. Ok, c'est super complet, merci beaucoup pour ça. On en a parlé un petit peu aussi off caméra, mais The Good Boss, je vous invite vraiment à aller découvrir ce projet, c'est exceptionnel. Je sais que ça va exploser. J'espère que tu vas trouver tous les financements, tout ce dont tu as besoin pour pouvoir propulser ça, parce qu'on a besoin aujourd'hui. La santé mentale a encore été élue comme enjeu de santé publique numéro 1. Ça fait, je crois, la 3e année consécutive cette année. Et l'entreprise, évidemment, est un milieu dans lequel les enjeux de santé mentale, de bien-être sont cruciaux. Donc, on a besoin de ta plateforme, Laura. On en a besoin. Bravo, The Good Boss. Allez checker tout de suite. Justement, j'ai quelques petits chiffres ici que j'ai trouvés via Mocacare, que tu connais peut-être. Assez frappant. C'est une étude qui a été faite sur 2200 salariés français, dont 400 RH, et qui nous dit qu'il y a 86% des salariés français qui attendent des mesures de leur employeur pour protéger leur santé mentale. 3 salariés sur 10 ne travaillent pas dans un environnement sain et respectueux. Et 47% des salariés ont déjà travaillé moins ou moins efficacement en raison de leur santé et de leur santé mentale. Ah oui, les chiffres sont édifiants. On peut même aller plus loin. Un salarié sur 2 est en détresse psychologique. Y a un chiffre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. 58% des jeunes 15-24 ans ont déjà vécu un burn-out. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Et c'est toutes les strates. C'est pas que les employés, c'est pas que les jeunes. C'est les employés, les managers, les RH, les dirigeants, les entrepreneurs. En fait, c'est tout le monde, tous les secteurs. Et c'est comme ça qu'on sait que c'est le modèle du travail qui est malade, entre guillemets, qui est obsolète, plutôt que des organisations toxiques ou pas. En fait, c'est le système qui ne va pas. Oui, tout à fait. Quand on regarde dans son ensemble, personne ne va bien. Oui, c'est vrai ce que tu dis. La santé mentale des entrepreneurs, parce que c'est la catégorie peut-être que je connais le mieux actuellement, vu que je suis entrepreneur et toi aussi, c'est le capital risque le plus important pour l'échec de ta société, globalement. Donc si toi, tu vas pas bien, comme tu es entrepreneur, ta société va très mal. Et donc, je crois que dans 70% des cas, c'est la cause de l'échec de l'entrepreneuriat. Ah oui, mais ça m'étonne pas. J'avais vu ça. Ça m'étonne pas, et c'est vrai aussi dans les entreprises, les TPE, PME, ETI, grands groupes. Si les cadres dirigeants vont mal, ça se répercute sur les managers, les RH, et ça se répercute en bas. C'est la même chose. Exactement, tout à fait. Alors sur ce sujet du bien-être justement au travail, j'ai une question pour toi. Quand on parle de bien-être en entreprise aujourd'hui, qu'est-ce que ça recouvre exactement? Parce que ça peut être un terme un peu trop vaste. Il y a certains qui parlent de bien-être, mais en fait ça l'est pas vraiment. Voilà. Ça recouvre tout. Je vais argumenter. Alors déjà, le bien-être au travail, si on prend la définition de l'INRS, c'est un état général d'épanouissement et de satisfaction qui va au-delà de la santé. Donc déjà, dans le terme bien-être, on englobe la santé physique et mentale.
déjà. Ok. Mais c'est un peu flou, dit comme ça. Mhm. Le bien-être, ça veut tout et rien dire. Si on prend dans le concret, en fait, c'est la satisfaction de nos besoins fondamentaux en tant qu'individu au travail. Ok. Waouh. Moi, je les ai identifiés dans mon travail de recherche. J'estime que c'est le sens, l'accomplissement professionnel, l'épanouissement personnel, les liens sociaux, la considération, la santé physique, la santé mentale. Waouh. Voilà. Mais quand je dis tout, c'est que, en fait, la performance financière de l'entreprise repose sur le bien-être des salariés. Parce qu'un salarié qui est épuisé, il va être désengagé, ou il va se mettre en arrêt maladie, ou il va démissionner, il va parler en mal de l'entreprise à sa famille, ses collègues, etc. Toute la performance de l'entreprise repose sur le bien-être salarié. Et donc, en fait, c'est pour ça que je dis tout. C'est-à-dire que pour moi, tout part de là. Oui, c'est vrai, c'est très juste. Et en termes de moyens, qu'est-ce que ça représente, de mesures, etc. Quels sont les bons indicateurs C'est en interne, en tout cas, c'est les indicateurs RH. On peut regarder le taux de turnover, on peut regarder le taux d'arrêt maladie. Si on le mesure, le taux de désengagement, en fait, déjà, il y a des mesures nationales. Tu vois, par exemple, la moyenne environ du taux de turnover en France est d'environ 15%, ce qui est déjà considéré comme élevé. Oui. Donc, en fait, par rapport à ce chiffre, on peut regarder qu'est-ce qu'il en est dans notre secteur, où est-ce qu'on se situe par rapport à ce secteur, et déjà de voir si les gens partent dans ce contexte très, très compliqué de recrutement, il faut le dire. Hein. Oui. Ah, c'est clair. C'est qu'il y a un problème, déjà. Ouais, c'est qu'il y a un problème. Les arrêts maladie, c'est pareil. Enfin, voilà, il y a des mesures comme ça. Donc, en interne, c'est des mesures RH. Donc, je ne sais pas si c'était la question ou si c'était plutôt en externe. Oui. Mais en externe, en tant que candidat, c'est beaucoup plus dur d'évaluer si une entreprise va être sécurisante pour notre état psychologique, etc. Donc moi, je conseille d'une d'aller voir sur Glassdoor parce que voilà, on peut aller voir les avis de notre future équipe, par exemple. Voilà, si les 10 qui sont partis parlent de burn-out, ça sent un peu le roussi quand même. Il y a ma map où en fait j'estime qu'il n'y a pas des mauvaises entreprises ou bonnes entreprises, c'est l'entreprise qui nous correspond. Et donc sur ma map, on peut aller filtrer sur ce qui nous tient vraiment à cœur d'une entreprise. Donc par exemple, moi, mes prérequis, c'est télétravail flexible, horaire flexible parce que j'ai besoin d'autonomie. Je vais pouvoir aller voir dans mon secteur autour de chez moi quelles entreprises matchent en fait dans mes attentes d'une entreprise. Et dernier truc, je dirais, moi je regarde aussi les avis Google, les avis Trustpilot. Donc ça c'est vraiment tourné client. Mais les entreprises ont à cœur de base de satisfaire les clients. Si déjà une entreprise n'arrive pas à satisfaire leurs clients, c'est qu'en général, il y a un problème. C'est qu'en général, les salariés, voilà, il n'y a pas de choses mises en place pour les salariés. Donc moi, voilà, c'est les 3 choses que je regarderai en tant que candidat pour voir si une entreprise est clean pour moi ou pas. Ah, super, merci pour ça. Quels sont les indicateurs pour les managers, les personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être dans la posture de l'employeur, d'une mauvaise santé de l'entreprise, en tout cas de la santé mentale, du bien-être de leurs employés? Comment est-ce qu'ils peuvent noter ça et y réagir? C'est très compliqué, c'est une question assez vaste, mais en tant que manager, déjà évaluer si soi-même on va bien ou pas, je pense que c'est un bon indicateur parce que si en tant que manager, déjà on est en stress chronique, il y a de fortes chances pour que ça se répercute sur l'équipe. Déjà parce que, il faut le savoir, mais la première conséquence du stress chronique et donc de l'épuisement, c'est la perte d'empathie. Et donc la perte d'empathie, c'est ce qui nous raccroche aux autres. C'est ce qui nous fait comprendre par les émotions pourquoi un tel veut telle condition de travail et un tel veut une autre condition de travail. C'est l'empathie qui nous raccroche émotionnellement aux autres. Et donc, si déjà soi-même on est en stress chronique, c'est un mauvais signe. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose voilà, à
à regarder. Et puis après, c'est toujours pareil, les indicateurs RH sont des bons indicateurs en général de comment va l'équipe, je dirais. Et bon, ça, c'est pour surtout des grosses structures, des moyennes structures. Et quand tu as une petite entreprise, est-ce que tu as... Parce que souvent, dans les petites entreprises, la santé, c'est aussi un vrai sujet. On doit souvent avoir plusieurs casquettes, faire plusieurs choses. Ouais, mais tu l'as ouais. dit aussi tout à l'heure, il faut prendre soin de soi. C'est ça. Déjà. Parce que on en revient toujours au même. En fait, si on ne prend pas soin de soi, on a une perte d'empathie, donc on a du mal à se dire, tu vois, moi par exemple, en tant qu'entrepreneur, alors, je ne le fais pas du tout, mais 90% des entrepreneurs bossent énormément. J'ai encore entendu hier un entrepreneur qui disait, moi je travaille jusqu'à 3h du matin, les équipes le savent, comme ça ils savent que je suis au charbon et ils s'engagent. Ça suffit, absolument pas à faire. Absolument pas à faire. Et moi, par exemple, je suis entrepreneur, je fais le taf de 10 personnes et pourtant, je pense que je fais moins de 35 heures de la semaine. Parce que je fais gaffe à dormir 8 heures par jour, je fais gaffe à pas avoir ma to-do list le soir dans mon lit, je mange sainement. Enfin voilà, j'ai une hygiène de vie quand même qui fait que je m'épuise pas. C'est super important ce que tu dis parce c'est hyper important. Il y a trop eu de glorification de work hard, play hard. Ouais, non, ça c'est... tu vois, plus tu travailles, plus tout le monde, comme tu dis, va être motivé, les gens vont voir, etc. Mais en fait, si t'es pas équilibré toi-même... Voilà, il faut... Voilà, tout est une question d'équilibre dans la vie et aujourd'hui, on part sur un déséquilibre des entrepreneurs qui charbonnent à fond, mais parce qu'il y a... cette peur de la précarité aussi, il faut le dire qu'on ne nous aide pas. C'est sûr. Mais voilà, la première des choses, c'est prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Parce que si on est en stress chronique, on ne va pas comprendre les autres. Puis après, le plus important, on peut se faire accompagner, bien sûr, etc. Mais le plus important, c'est d'écouter le besoin des autres. Je pense que quand on n'a pas de moyens, quand on n'a pas les moyens de faire appel à quelqu'un ou quoi, c'est tout simplement écouter le besoin de ses employés. Et ses employés, je parle aussi stagiaires, alternants, freelance potentiellement, tu vois, pas que interne. Je pense que c'est déjà un bon début, mais je pense qu'on peut mettre en place plein de choses rien qu'en écoutant les gens. Oh, c'est beau ce que tu dis, c'est vrai. Puis c'est à la portée de tout le monde. Oui. En fait, tout le monde peut faire ça, tout le monde peut vraiment écouter et prendre le temps. Ouais, mais après, voilà, faut comprendre aussi les mutations du travail et comment nos besoins évoluent en fonction de ces mutations. Par exemple, plus on digitalise, on robotise la société, plus il faut faire de pauses cognitives. Bah oui. Et ça, tu vois, on ne nous l'apprend pas forcément. Et donc, moi, je milite pour une réduction du temps de travail, mais pas pour faire joli. Parce que les gens, factuellement, sont plus efficaces au travail. Oui, complètement. Moi, je vois, il y a des heures dans la journée où je sais que c'est sur mes heures de travail et que, en fait, je m'auto-stresse en me disant « Oula, là, il me reste 2 heures, mais je suis en digestion, j'ai du mal à me concentrer et je dois aller chercher mes filles après. » Donc, je me dis vite, il faut que ça soit maintenant. Et c'est pas forcément le meilleur moment pour moi. Je sais que le matin, par exemple, je suis ultra efficace. Je peux me lever plus tôt et terminer ma journée plus tôt. Voilà, en fait, t'écoutes tes besoins. Moi, c'est pareil. On va dire ça à la caméra, mais les premiers jours des règles, moi, je bosse pas. Ouais, voilà. Je suis épuisée, mais je sais qu'en fait, il faut que je me repose et le lendemain, je suis d'attaque. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça et en fait, il faut écouter ses besoins et je pense que c'est assez dur pour des entrepreneurs ou des dirigeants qui payent des gens de se dire « Attends, je le paye pour qu'il fasse des pauses. Je le paye pour qu'il travaille moins tel jour. » C'est assez dur, mais je pense qu'il faut se faire violence. C'est des fausses croyances. Voilà, donc il faut se renseigner là-dessus. Exactement. Non, c'est super intéressant tout ce que tu nous partages. J'adore, j'écoute d'une oreille attentive. Du coup, je suis curieuse de savoir, est-ce que tu as déjà vu des actions bien-être en entreprise qui ont vraiment fonctionné dans la durée? Est-ce que tu as des exemples peut-être à nous donner Le premier truc qui me vient en tête, c'est la semaine de 4 jours, réduction du temps de travail. Sans hésiter. Sans hésiter. En fait, toutes les organisations qui mettent en place la semaine de 4 jours, réduction du temps de travail, ont des résultats incroyables sur l'épanouissement, la santé des gens
et sur la performance de leur entreprise. Je prends exemple de LDLC, qui était pionnière sur la semaine de 4 jours réduction du temps de travail, qui sont leaders sur le matériel informatique en France, il me semble. J'ai interviewé le dirigeant, le patron qui a mis ça en place. Et en fait, il me disait, il voulait investir 1 million d'euros pour recruter, pour, contrebalancer le fait que les gens travaillent moins. Il n'a pas eu besoin de le faire. Non seulement il n'a pas investi ces 1 million d'euros, mais en plus de ça, les gens travaillaient moins et ils étaient plus efficaces qu'en 5 jours semaine. Waouh. À partir du moment où il a mis en place la semaine de 4 jours, réduction de temps de travail, il a fait plus 40% de croissance. Waouh. Et en fait, partout où je passe, c'est énorme, où il y a la semaine de 4 jours, réduction du temps de travail, c'est toujours le même discours. Il y a eu un test grande échelle au Royaume-Uni et je crois qu'il y a 98% des entreprises qui sont restées sur ce modèle. Voilà. Je pense que c'est dingue. Oui, plus rien à dire. Oui, parce que j'avais vu qu'au Royaume-Uni, ils avaient essayé d'installer ça un peu plus qu'en France. Ouais, mais voilà, on est en France, on est encore dans un pays où on a des politiques qui nous disent qu'il faut travailler plus. Oui, toujours. Alors qu'il faut faire l'inverse pour que les gens soient en meilleure santé mentale et beaucoup plus efficaces au travail. Parce qu'en fait, c'est encore une fois une question d'équilibre. C'est comme si on était des piles d'énergie. On a besoin de recharger les batteries pour être ultra performant au travail. Ouais, et heureux d'être là, en fait, et pas se dire je pourrais être ailleurs ou je pourrais faire ma séance de sport. Le nombre de fois au début de l'entrepreneuriat, en tout cas, ou même quand je me suis lancée dans mon premier job. En plus, nous, on est une génération, parce que j'ai appris qu'on avait le même âge, on est une génération où on est un peu entre les deux. Donc à la fois, on est à l'écoute de notre bien-être, et en même temps, on a tout donné. Au début, en tout cas, moi, j'ai vraiment tout donné quand j'étais journaliste chez CNN, un peu trop. Parfois, mais c'est parce que l'industrie était aussi comme ça et qu'on te disait de toute façon on peut te remplacer si jamais t'es pas contente. Ouais. Donc t'as pas le choix, donc tu te dis bah ok, je me suis battue, j'ai fait des études, je suis là, qu'est-ce que je fais après, et donc c'est pas facile. Donc au début j'ai fait un peu cette erreur de trop travailler, d'arrêter de faire du sport. C'est pas bon. C'est pas bon. Disclaimer, c'est très très mauvais en fait. Et le fait de rajouter de la méditation, si on peut le faire pendant son temps de travail, c'est chouette. Et les employeurs qui nous font confiance là-dessus, je trouve que c'est top. Mais il faut qu'on ait cette liberté dans notre temps libre de pouvoir faire du sport ou les activités qui nous plaisent, que ce soit de la céramique, de la peinture, aller voir une expo. Ouais, clairement. De rien faire. Ça rentre dans nos besoins pour être heureux et en bonne santé. Tout à fait. Voilà. C'est beau. Bon, alors on va lancer l'entreprise du futur ensemble, toi et moi. Exactement. On sait quoi faire. Ok, bah justement, j'ai une petite question très rigolote. Est-ce que tu es prête? Attends, j'ai peur. Parce que je me suis étouffée. Ça y est, Laura, tu viens d'être nommée ministre du Travail. Oh, waouh. Je te donne une baguette magique. Qu'est-ce que tu fais avec cette baguette magique? Quelle est la première mesure que tu as envie de mettre en place? Oula, je vais partir loin. Si, j'adore. Je vais partir très très loin. Ok. Alors, je mets plusieurs choses en place. Déjà, j'accompagne les entreprises dans leur transformation. Je mets en place des outils gratuits, mode d'emploi. Ce que j'ai fait, appelez-moi. Voilà, c'est la première des choses parce qu'en fait, les formations RH, même de management, etc., ne vont pas assez vite par rapport aux mutations qu'on a dans le monde du travail. Et donc, c'est normal qu'en fait, les employeurs ne mettent pas en place des choses parce que les mutations vont trop vite. Donc, il faut un outil qui aille aussi vite que les mutations et qui soit gratuit, accessible, etc. Donc, déjà, je mets ça en place. Ok. Ensuite, je pense que quand j'ai mis ça en place, quand j'ai mis l'outil pour accompagner, je durcis un peu les règles sur la santé mentale, la santé physique. Parce que légalement, l'employeur est responsable de la santé physique et mentale. Légalement. Parce que on a tendance à individualiser le bien-être ou le mal-être, mais c'est à 80%, en tout cas selon moi, l'environnement de travail, en l'occurrence, qui génère ce bien-être ou ce mal-être. Encore faut-il savoir comment mettre en place un bon environnement.
Donc je mets ça en place et puis après, je fais en sorte qu'il y ait moins de stress chronique des dirigeants français. Donc typiquement, tu vois, moi je suis absolument contre l'arrivée de Chine, je suis absolument contre qu'on aille chercher de la viande au Brésil et qu'elle soit moins chère que nos viandes françaises. En fait, la mondialisation a atteint, je pense, ses limites. Je pense qu'il faut revenir à quelque chose de plus national et on est dans un contexte en plus où on parle d'écologie, etc. Donc pour moi, c'est un peu logique qu'on revienne quand même à quelque chose d'un peu plus national parce qu'il y a une hyper compétitivité, une concurrence déloyale qui met en situation de stress chronique les entrepreneurs, les dirigeants, etc., qui se répercutent encore une fois sur les managers, les RH. Et donc, tout à l'heure, je disais que c'était systémique. Donc, en tant que ministre du Travail, je mets en place des solutions concrètes pour valoriser les entreprises françaises par rapport à des entreprises qui sont de l'autre bout du monde et qui n'ont pas les mêmes règles que nous, qui n'ont pas les mêmes normes, qui n'ont pas les mêmes conditions de travail, qui n'ont pas la même fiscalité et qui ramènent des produits ou des services moins chers que chez nous. Donc je fais ça pour les produits et les services, parce qu'aujourd'hui, les entreprises vont prendre aussi en service des développeurs indiens, marocains, etc., parce que ça coûte moins cher, mais qui va nous recruter, nous, Français? Ouais. Donc c'est pour ça que je te dis, voilà, je peux partir très très loin, mais non, voilà. Mais en effet, je mettrai, faut qu'on valorise le travail des Français, c'est pas possible. Voilà, mais tu vois, il faut comprendre aussi le mal-être au travail est systémique. Je pense que c'est important de le comprendre, c'est important que les gens le sachent aussi, et je pense qu'il faut mettre des choses à plusieurs niveaux. Mais aussi protéger les entreprises françaises. Oui, complètement. Tout à l'heure, tu parlais justement du fait d'être dans un bon environnement de travail, etc. J'avais lu que tu vois plus tes collègues que tu vois tes proches. Enfin, tu passes plus de temps avec tes collègues que tu passes avec tes proches, souvent. Oui, ça m'étonne pas. Et si tu es avec des... Alors, parfois, c'est pas une question de l'employeur, mais un collègue, par exemple, peut avoir un comportement toxique ou quelque chose comme ça. Ça peut avoir un impact sur la santé des autres employés, sur la santé de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Si un collègue est toxique, je pense que c'est encore une fois à l'entreprise de poser un bon cadre. Et je pense que si on a un bon manager de proximité ou un bon RH de proximité, il est capable de voir ce qui se passe, de mettre un cadre clair pour pas qu'il y ait de toxicité. Il faut comprendre pourquoi ce collègue est toxique. Moi, j'en ai eu, typiquement. Et il s'avère que j'ai une empathie très, très élevée. Donc, en très, très peu de temps, j'arrive à comprendre pourquoi il a tel comportement, on va dire. Ok, d'accord. Et donc, très souvent, c'est parce que ce collègue a, par exemple... un sentiment d'infériorité, qu'il a besoin de reconnaissance, beaucoup plus que les autres, qu'il n'a pas la reconnaissance qu'il veut de sa hiérarchie, etc. Et en général, quand tu lui donnes la reconnaissance qu'il veut, il s'arrête. Enfin, tu vois, et encore une fois, moi, j'ai jamais eu de problème à travailler avec des gens toxiques parce que j'arrive à comprendre leurs problématiques et à, par la communication, faire en sorte qu'il n'y ait plus cette toxicité. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il faut partir sur des managers empathiques. Parce que seules ces personnes-là décèlent les problématiques de ces personnes-là, parce qu'en général, elles ne sont pas toxiques pour rien. Oui, complètement. Il y a toujours, tu vois, un cercle vicieux, ouais. Et donc, pour déceler les problématiques et les déminer, faut comprendre tout ça. Donc moi, je milite absolument pour qu'on ait des managers avec une capacité d'empathie plus élevée que la moyenne. J'adore ça. Moi aussi, je suis quelqu'un de très empathique. Je suis catégorisée dans la catégorie des personnes hypersensibles. Je ne sais pas si toi aussi, mais en tout cas, voilà. Et donc, souvent, on est plus empathique, on met souvent plus les autres devant nous. Ça peut être un peu un piège parfois parce qu'on a du mal à penser à soi.
avant de penser aux autres. Je travaille dans un collectif qui s'appelle Peace on Purpose, qui travaille avec les Nations Unies. Et dans notre programme, on propose un programme de bien-être par la pleine conscience, notamment, pour toutes les personnes qui travaillent dans les organisations de l'ONU, un peu partout dans le monde. Et donc, on le fait en français, en arabe, en espagnol, etc. Et il y a toute une partie de notre programme qui est sur la compréhension de l'empathie. Trop bien. Ouais, justement. Essayer aussi, alors il y a ce mot en anglais que j'adore, empower. En français, terrible la traduction, empuissancement, mais globalement, c'est vrai, mais donner les clés pour que donner la confiance suffisante pour que ces personnes puissent être des leaders. En fait, on appelle ça donc le leadership compassionné. Et c'est une super notion qui intéresse de plus en plus les RH. Du coup, on la pousse un petit peu en entreprise aussi en disant, voilà, si vous avez des leaders compassionnés, déjà tout le monde est un leader et je pense que tout le monde devrait savoir ça. Et ensuite, la différence entre l'empathie et la compassion, c'était intéressant parce que j'avoue que c'était pas hyper clair au début dans ma tête et quand j'ai pu apprendre ça, qu'on a créé le programme et tout. L'empathie, il y a l'empathie cognitive, il y a le fait de pouvoir se mettre dans la peau de quelqu'un, de comprendre, de ressentir ses émotions, mais la compassion, en tout cas l'empathie compassionnée, c'est ce qui va nous pousser à agir après. Et donc je pense que ça, c'est vraiment un truc nécessaire, comme tu le dis, chez les leaders, chez les managers. Tout le monde a besoin de développer ces compétences-là. Et on a une pratique infaillible en pratique de méditation qui à chaque fois fait un effet waouh, qui s'appelle en anglais « Just like me », tout comme moi. Donc, tu médites avec un de tes collègues, peu importe. Okay. Et en fait, tu répètes des phrases et tu dis, par exemple, j'ai vécu de la souffrance. Cette personne a vécu de la souffrance tout comme moi. Et en fait, tu essaies. Et il y a tellement de témoignages en sortant de cette pratique, des gens qui nous disent, mais ouais, j'ai jamais vu mes collègues comme ça. Et moi, ça me choque en fait d'entendre ça parce que chacun a son quotidien. Après, libre à nous de partager, mais c'est vrai que ça nous permet d'humaniser un peu plus. Voilà. On a tous vécu une rupture amoureuse, presque, tu vois, on a tous vécu ce genre de choses. C'est sûr, c'est important de développer ces compétences-là, c'est sûr. Voilà, donc merci d'avoir partagé ça parce que je suis totalement d'accord avec toi et je suis contente que tu médites pour ça. Bravo. Du coup, là, j'ai parlé un peu de méditation. On va amener ce sujet. Qu'est-ce que tu penses de la méditation en entreprise ? Est-ce que tu as vu des entreprises qui faisaient un peu ce genre de démarche ou en tout cas des programmes de réduction du stress avec la méditation, ce genre de choses ? Alors moi déjà, je trouve que c'est un super outil. Je m'en suis servie quand j'étais en épuisement pro sévère. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et je pense que c'est un super outil pour les organisations de métiers intellectuels, sédentaires, à forte charge cognitive. Ça, c'est vraiment top pour contrebalancer, encore une fois, pour rééquilibrer. Donc je pense qu'on peut mettre en place plein de choses, soit du yoga et à la fin 10 minutes de méditation. Donc c'est top de coupler activité physique, méditation. Exactement, ouais. Ça peut être des ateliers, ça peut être une application pour que les gens soient totalement autonomes. Mais je pense que c'est top à mettre en place dans les entreprises dynamiques, on va dire. Forte charge mentale. Ok, super. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. C'est vrai qu'on propose cette offre qui, au début, était une idée que j'avais eue sur le long terme en me disant je vais d'abord développer l'offre grand public, puis ensuite en entreprise. Mais en fait, il y a eu tellement de demandes sur apporter de la méditation parce qu'on a vu qu'il y avait plus de 3000 études scientifiques qui viennent valider ses bienfaits, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu lancer notre offre en entreprise et maintenant on a beaucoup de clients, que ce soit à la RATP, la Poste, des grands groupes de luxe français. C'est pour tout le monde et ces sujets touchent tout le monde et tous les types de métiers. Ah oui, j'en doute pas. Voilà. Qu'on soit conducteur de métro de la ligne 10 ou qu'on soit directeur marketing d'une grande marque, on a tous, je trouve, ces enjeux et c'est important de... Disons que il me semble, tu me diras si c'est le cas vraiment, mais il me semble que grâce à la méditation, on muscle aussi notre intelligence émotionnelle. Tout à fait. Voilà. Et l'empathie fait partie de l'intelligence émotionnelle. Donc c'est important
voilà, de contrebalancer, de savoir gérer ses émotions, son stress, de décharger un peu sa charge mentale pour justement avoir plus d'émotionnel, plus de capacité d'empathie. Il me semble que c'est corrélé. Tout à fait, tout à fait. Réduction du stress, premier bienfait, meilleure gestion des émotions, amélioration des capacités de compassion, d'empathie et meilleure qualité d'attention. Donc, tu es plus présent au travail. C'est chouette. Et d'ailleurs, je viens de lire, alors ça n'a rien à voir avec la méditation, une étude comme quoi la lecture était une très bonne activité pour nous, pour lutter contre le stress. Apparemment, quand tu lis plus de 6 minutes, ça réduit ton stress de 70%, un truc de dingue. Et ça permet aussi d'être plus attentif. Donc, lecture et méditation, c'est peut-être un combo pas mal. Ouais. Et puis toute activité en dehors des écrans. Oui. C'est vrai. On est hyper connectés, on en a partout. Moi, je fais des puzzles. Tu vois. Ah ouais, ça me déconnecte total. Trop bien. Voilà. Ouais, c'est très très bien les puzzles. C'est très méditatif. C'est très méditatif. En fait, quand tu fais une activité comme ça, quand tu es artiste, aussi quand tu fais de la céramique, de la peinture, des choses comme ça, tu es obligé d'être en pleine conscience. C'est ça. Si tu fais de la poterie et que tu lâches la pédale, ta poterie s'effondre. Donc tu peux que n'être concentré sur ce que tu fais. J'adore ça. Merci pour ça. Je regarde juste mes dernières questions. Alors, j'ai une question un peu perso pour toi, et si tu as envie de la partager, de partager les réponses, mais globalement, tu nous as partagé tout à l'heure que tu avais vécu un épisode de burn-out. Comment est-ce que tu as fait pour te sortir de cette période ? Là, tu as parlé un petit peu de la méditation, mais je pense qu'il y a eu d'autres choses aussi. Voilà. Comment est-ce que tu as fait pour t'en sortir ? Oui. Alors, j'ai fait un épuisement professionnel. C'était pas un burn-out au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'était pas une surcharge de travail. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux justement nous redire les différences ? Parce que je pense que c'est pas clair pour tout le monde. Ok. Alors, de reconnu. Oui. Je vais commencer par reconnu. Donc, il y a le burn-out, surcharge de travail, surcharge mentale. Le bore-out, c'est l'inverse. Donc, ennui au travail, c'est un peu quand on nous met au placard. En fait, ça crée quand même du stress chronique. Et on a le burn-out, qui est la perte de sens. Donc, perte de sens dans son travail, perte de sens dans l'entreprise. Tu vois, quand les valeurs ne matchent plus, par exemple, ça peut être un burn-out. Et je pense sincèrement qu'il y en a un quatrième. Moi, je l'ai appelé le blow-out. Ok. Mais c'est pas reconnu, je préfère le dire. Mais j'ai travaillé avec des psychologues qui sont d'accord pour dire qu'il y avait un quatrième type. Et pour moi, c'est le manque de considération et de moyens mis en œuvre pour pallier au mal-être. Ok, ouais. Voilà, c'est un peu comme si on te prenait pour un robot plus que pour un humain. Ok, ouais. Et qu'on ne met pas en place des choses pour améliorer ton bien-être, justement. Ouais, tout à fait. Okay. Et je pense que c'est le plus courant. Ouais. Donc moi, j'ai fait un blow-out. Ok, t'as fait un blow-out. J'ai pas fait un burn-out. Donc mon corps a complètement lâché, sans pouvoir me lever pendant 10 jours. Ce que j'ai fait en tout premier, j'ai été voir une psy. Parce que pour la première fois de ma vie, je me suis dit, je vais pas pouvoir m'en sortir seule. Donc j'ai été voir une psy et qui a réussi à commencer la guérison par la respiration. Donc au début, je me suis dit, je la paye 90 balles pour qu'elle me fasse respirer. Mais en réalité, il y a un mécanisme chimique, presque chimique, qui se passe dans le corps, où apparemment le corps ne peut pas être stressé et zen en même temps, et la respiration, donc le côté zen, prend le dessus. Et donc c'est par la respiration que j'ai réussi à décharger mon mental, à reprendre le contrôle de mon mental, de mon corps. C'est par là que j'ai commencé à réfléchir à des solutions, etc. Et puis après, je me suis remise en mouvement, donc avec le yoga, avec la méditation, du journaling, etc. Et une grosse partie de développement perso, parce que moi, il m'avait dégoûté de mon travail, donc impossible de revenir dans ce... Enfin, impossible. C'est pas impossible, c'est moi, j'avais pas envie. Donc je me suis dit, je vais faire autre chose. Et puis, c'est comprendre qui on est vraiment, parce que
depuis l'enfance, on nous met dans des cases en fait. Hein. Complètement. Par l'école, par les études, Mhm. etc., etc. Donc j'ai essayé de comprendre qui j'étais vraiment, quelles étaient mes vraies forces. Mhm. Et c'est comme ça que, voilà, de fil en aiguille, j'ai compris que mon but, c'est d'améliorer le monde du travail. Voilà, c'est... J'adore. C'est un peu ta mission de vie, ou on C'est peut un l'appeler comme ça? peu, ouais, c'est un peu ma mission de vie. Mhm. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. J'adore, c'est beau. Voilà. Ikigai en japonais. Ta mission de Oui, vie. Oui, ouais. j'adore. Il y a plein d'outils, Ikigai. Ouais. Moi, j'ai passé plusieurs tests aussi parce que parfois, on a des forces qui sont tellement innées qu'on les voit plus. Oui, c'est vrai. Donc, il y a des tests qui m'ont vachement aidée. Et voilà, je m'en suis sortie comme ça, mais ça a pris du temps. Hein. Oui, bien sûr. Ça prend vraiment du temps. Et c'est important de l'entendre, parce que souvent on se dit... Enfin, on a tendance dans notre société à vouloir avoir une réponse à tout, à avoir tout de suite. Et donc on a envie d'aller mieux tout de suite, de guérir tout de suite. Et le burn-out, c'est un processus qui est lent. Alors, le burn-out, l'épuisement professionnel, le blow-out, le brown-out Et bore-out. et le bore-out. Ouais. Ok. Quand le corps lâche, Mhm. comme moi d'ailleurs, Mhm. on peut mettre jusqu'à 22 mois pour s'en remettre. Donc autant commencer maintenant, Ouais. santé mentale en entreprise dès Ouais. maintenant. Hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ça me marque, ça aussi, c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux entreprises. Alors maintenant, elles commencent à comprendre un petit peu plus l'impact de la santé mentale, le fait que le gouvernement dise que c'est l'enjeu de santé publique, etc. Mais comme c'est pas des choses visibles à l'œil nu, tu vois ce que je veux dire? C'est pas visible et puis on va pas se mentir, pendant très longtemps c'était bon, c'est la faute des gens, on les remplace. Sauf qu'en fait, c'est devenu tellement gros qu'on est dans une société épuisée. Épuisée. C'est-à-dire que les gens arrivent dans une entreprise déjà un peu épuisés. Parce que déjà, rien que la recherche d'emploi est épuisante. Hein. Oh, c'est clair, oui. Mais voilà, on arrive en entreprise déjà épuisé. Et donc, je pense que j'espère que les entreprises commencent à comprendre que si elles ne mettent pas elles-mêmes en place des choses pour la santé mentale, en fait, c'est toute la population, in fine, qui va... Oui, complètement. Ouais, c'est toute la performance d'une nation, j'ai envie de te dire. C'est toute l'économie derrière qui en pâtit. Je pense que l'État a un rôle à jouer aussi pour donner peut-être les moyens, à notamment les petites entreprises, de pouvoir investir un peu plus dans leurs salariés et dans leur bien-être. Je trouve que... Ouais, l'État est géré comme une entreprise, donc il voit que la rentabilité. Voilà. Donc on n'avance pas malheureusement comme ça. Ouais. Ah bah non, là on resserre les budgets et en fait tout ce qui est autour de la santé mentale, en fait on appuie dessus au lieu de... Tu vois, on parle de santé mentale, mais on réduit les arrêts maladie. Oui. Ça, j'ai pas compris. Ouais. Donc, pourtant, c'est des mesures qui nous protègent. Vrai, on en parlait, moi, ma mère est avocate en droit du travail, donc j'ai grandi aussi avec... Puis, en étudiant le droit du travail, c'est vrai que c'est le droit qui m'a le plus intéressée. Le droit des salariés, c'est un droit de société, c'est un droit qui est finalement fondamental pour nous. Et il y a plein de différents droits à l'intérieur. Et c'est super important de nous protéger, de protéger notre santé, de protéger... En France, on a quand même, je trouve, un droit du travail qui est meilleur que dans beaucoup de pays, qui protège moins les salariés, notamment... Enfin, je vois, moi, mon mari est canadien. Au Canada, tu peux te faire virer du jour au lendemain, quoi. T'es pas protégé comme en France. Alors, c'est sûr qu'en France, on n'est pas des super bons élèves non plus, mais il y a quand même des mesures qui sont pas mal en France pour ça, pour protéger... Ouais, c'est sûr. Mais on décorrèle encore trop la santé mentale et la performance. Oui, alors que... c'est vrai. Voilà. Si on recherche la performance, on détruit la santé mentale, mais si on va chercher la santé mentale, on augmente la performance. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Message très important. Tu peux nous le répéter ? Si on recherche de la performance, on va détruire petit à petit la santé mentale, le bien-être, et c'est éprouvé. Hein. Par contre, si on va chercher le bien-être, la santé mentale, on augmente sa performance. Voilà. Fin du podcast.
Surtout, phrase hyper importante, phrase clé de ce podcast. Donc, merci infiniment d'avoir partagé ça, Laura. Je suis trop contente. Je suis hyper excitée, en fait, parce que ce podcast, The Bloom Space, je suis désolée, j'ai l'air un peu émoustillée, mais la santé mentale, c'est un sujet qui, moi, m'a touchée de très près quand j'étais journaliste et que j'ai vécu un syndrome du stress post-traumatique et une forme de stress aigu. Et je suis contente de voir que les langues se délient aujourd'hui là-dessus. Et bravo pour tout ce que tu fais, Laura. Vraiment, je suis très admirative de ton travail. Merci beaucoup. Le tien aussi. Merci. On a besoin de nous, je pense. On a besoin de nous, oui, tout à fait. Exactement. Sans se mettre dans la posture du sauveur. Pas du tout. C'est juste qu'on est content de pouvoir aider en s'aidant soi-même. On a appris des choses sur nous-mêmes. On est actrice d'un futur du travail plus humain. Oui. Un meilleur futur. Voilà. Suivez-nous. Dernière petite question pour toi. Qu'est-ce qui, toi... Alors, 2 questions, pardon. La première, qu'est-ce qui, toi, te fait du bien ? Est-ce que tu as une petite routine bien-être ? Des choses qui te font du bien ? Est-ce que c'est aller marcher ? Est-ce que c'est manger un bon plat ? Est-ce que c'est cuisiner ? Est-ce que c'est aller... Voilà. Qu'est-ce qui te fait du bien, Laura ? Alors moi, je marche beaucoup, effectivement. Je vais souvent marcher... déjà, ça nourrit ma créativité. Et oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais pour avoir des salariés innovants, créatifs, c'est par trois facteurs. C'est soit le repos, soit l'activité physique, soit les liens sociaux. Mais si on a du travail de 9h à 19h, H24, il n'y a pas de place pour la créativité et l'innovation. Moi, j'ai toutes mes idées créatives en marchant. Toutes. Wow. Et j'en manque pas. Donc, j'adore marcher. Ça me permet de sortir des écrans. Voilà. Après, moi, j'ai des routines. Je me lève toutes les demi-heures. La méthode Pomodoro, par exemple, marche très bien quand on a une grosse charge cognitive, parce que moi, je bosse sur les écrans. Tu peux nous parler un tout petit peu de la méthode Pomodoro ? Pomodoro, c'est travailler 25 minutes, 5 minutes de pause. Génial. Bon, ça paraît... Je ne connaissais pas cette méthode. Ah, c'est vrai ? Okay. On va l'appliquer, Emma. Alors, les employeurs sont un peu réticents. Ils disent que c'est beaucoup de pauses, mais en fait, encore une fois, c'est de la science. C'est quand on a un travail très prenant, très intellectuel, etc., au bout de 25 minutes, le cerveau commence à descendre, l'attention descend, du coup, la mémoire descend, etc., etc. Faire 5 minutes de pause toutes les 25 minutes permet de recharger les batteries, encore une fois. Et parce qu'on est dans un travail très sédentaire, qui est catastrophique. On a beaucoup parlé de santé mentale, mais la sédentarité est un fléau pour les entreprises et pour la santé mentale et pour tout. Tout à fait. Donc c'est très important de se lever, de sortir des écrans, de s'étirer, d'aller boire. Enfin voilà. Donc du coup, j'ai des routines comme ça où je me lève très souvent. Je vais marcher, je fais du sport. Je prends des compléments alimentaires, je ne vais pas m'étendre dessus parce que je ne vais pas faire la promotion, mais voilà, je fais attention d'avoir une bonne immunité. Du coup, je tombe rarement malade depuis 2 ans à peu près. Voilà, tout ça. Après, j'ai beaucoup de processus aussi. Je suis très très libre, mais dans des process qui font que je vais très vite, je travaille très vite, j'essaye en tout cas de ne pas avoir de tout doux le soir dans le lit, etc., qui me permet de dormir bien et d'être en forme le lendemain. Voilà, je mets en place plein de choses. Je vois mes amis, je passe du temps de qualité, je ne bosse pas le week-end, je ne bosse pas le soir. Je prends une grande pause le midi. Voilà. Et pourtant, je suis entrepreneur. Et pourtant, je fais le taf de 10 personnes. Et pourtant, je ne suis pas épuisée. Ok, tu as trouvé une formule qui marche très bien. Voilà. Et que j'essaye de sensibiliser auprès des autres. Bravo, c'est super. Dernière question pour toi. Ça fait rire Emma parce que j'ai toujours une dernière question. J'ai regardé la conférence de Trump, il n'arrêtait pas de dire « Last question ». J'espère que je ne suis pas comme Trump. « Last question ». Two last questions. Tu viens de te comparer à Trump, là. Ouais, je sais, c'est catastrophique. Tu peux inviter 3 personnes à dîner ce soir. J'adore cette question.
Qui est-ce que tu invites à dîner? Ça peut être des personnages fictifs, ça peut être des personnes du réel. Il n'y a pas de limite spatio-temporelle. Ça peut être des personnes qui t'inspirent. Et qu'est-ce que tu leur fais à manger? Franchement, je pense que j'invite le président de la République, le ministre du Travail, le ministre de l'Économie. Je leur fais un plat de pâtes et par contre, on parle de ce qu'on peut changer dans ce pays. J'adore. J'adore, merci. Je me glisse à ta table, ok? Des pâtes à quoi? Carbonara. Ok, très bien. Au hasard. Hein. Au hasard, ok, parfait. J'adore les carbos, ça tombe bien. Mais voilà, toujours dans ce mouvement d'engagement et de un peu, presque militantisme où il faut faire bouger les choses. Je pense que ouais, c'est les premiers que j'inviterai, puis je les lâcherai pas. Quoi. Ils peuvent pas sortir, pas de dessert si on n'a pas trouvé de solution. Attention, ceci est un message important pour le gouvernement. Merci. Est-ce que tu as une phrase que tu portes avec toi pour terminer, pour conclure? Moi, j'appelle ça un peu la phrase doudou. Tu sais, quand je sais pas, tu vis des choses plus difficiles dans ta vie ou qui te donnent un peu de lumière pour la suite, ou une phrase que tu as dans ton esprit? Moi, la phrase qui m'accompagne depuis toujours, toute petite, c'est tout est possible. Bon, je sais que c'est une grande phrase, et c'est très machin, mais moi, j'y crois à fond. C'est vraiment, pour moi, tout est possible. Et donc, ça m'accompagne dans la vie et c'est grâce à cette phrase que j'ai beaucoup de résilience. Bravo, voilà. C'est beau. Merci beaucoup Laura pour ta participation à ce podcast. Merci à toi. J'étais ravie de parler de ces sujets qui sont tellement importants pour moi, pour nous, pour la société. Et j'espère te retrouver bientôt chez Bloom, peut-être pour une petite séance de méditation. Avec plaisir. Merci. Merci. À bientôt.